Jeudi 25 septembre 2024, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Mondico Télévision, il est 13h30 à Kinshasa. Bienvenue à cette livraison de la mi-journée. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a vivement dénoncé le mercredi à l'Assemblée générale des Nations Unies le soutien du Rwanda au groupe rebelle M23, qualifiant ces derniers de troupes terroristes et pointant du doigt son rôle dans la crise humanitaire qui sévit dans la partie est de la RDC. Félix Tshisekedi appelle une fois de plus à des sanctions contre le Rwanda. Viningali Junior. Dans son discours à la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré un chapitre important à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. Le chef de l'État a appelé à des sanctions contre l'agresseur rwandais. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. Au sujet de la protection des ressources naturelles de la RDC, le chef de l'État a déclaré qu'il est essentiel de renforcer la traçabilité des minéraux stratégiques indispensables aux équipements technologiques afin d'assurer une exploitation responsable et durable de nos ressources. En ce qui concerne la feuille de route de Luanda, le président Tshisekedi a déclaré que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda qu'il soutient fermement et qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la RDC et le Rwanda tout en minimisant les risques que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité de l'ONU, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe SADC au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027 lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. Une fois élu, a dit le président Tshisekedi, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Dans le même chapitre, mais bien avant son allocution à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président de la République, Félix Tshisekedi, a enchaîné le rencontre bilatérale d'importance. Le chef de l'État a échangé avec le président serbe, Aleksandar Vučić, qui réaffirme le soutien de la Serbie face à l'agression qui subit l'Est de la RDC. Ensuite, Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue polonais, Andrzej Duda. Les discussions ont porté sur les projets de partenariat dans les domaines de la digitalisation et de la transformation numérique, nous renseigne la cellule de communication de la présidence de la République. Des accolades appuyées qui témoignent de l'excellence des relations entre les deux chefs d'État. Les présidents Félix Tshisekedi et Alexander Vučić se sont rencontrés pour la première fois il y a 5 ans à Belgrade à l'occasion d'une visite officielle en Serbie et depuis, ils multiplient les contacts physiques et diplomatiques au profit de leur peuple. Plusieurs sujets d'intérêt commun entre leurs pays respectifs ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale étaient abordés.
Les deux chefs d'État ont marqué leur volonté d'approfondir cette coopération dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation. Par ailleurs, le président Vučić a réitéré son soutien au peuple congolais face à la guerre d'agression que la RDC subit dans sa partie Est et il a soutenu le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au cours de la même journée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu au siège des Nations Unies son homologue de la République de Pologne, Andrzej Duda. Leur rencontre fait suite à la volonté maintes fois exprimée par le président polonais pour un rapprochement avec son homologue de la République démocratique du Congo. En prélude de cette rencontre de deux chefs d'État à New York, le président Duda avait envoyé à Kinshasa en juillet de cette même année un émissaire porteur d'un message destiné au président Tshisekedi. Les domaines de la digitalisation et transformation numérique ainsi que sur la coopération dans les domaines de la défense axés sur la surveillance des frontières sont des centres d'intérêt de la coopération. Avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'entretien a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État et son hôte ont aussi évoqué l'évolution du processus de Luanda pour parvenir à une paix juste et durable dans la région de Grand Lac. Les deux personnalités se sont encouragées mutuellement pour la lutte qu'ils portent en faveur de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, clôturons ce chapitre. De son côté, le président sénégalais Diomaye Faye a dénoncé les rivalités géopolitiques qui attissent les tensions dans le Sahel, une région déjà en proie à une instabilité croissante. Diomaye Faye a plaidé pour une réforme urgente des institutions économiques et sécurité mondiale. Suivez. Son discours intervient après les accusations portées par Bamako contre l'Ukraine, accusée d'avoir fourni une aide terroriste impliquée dans l'attaque meurtrière à Tinzouantine en juillet dernier. Nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Je dois rappeler ici que la paix et la sécurité de l'Afrique sont indissociables de la paix mondiale. Il est impératif que le Conseil de sécurité remplisse pleinement son rôle de garant de la stabilité internationale. Diomaye Faye a plaidé pour une réforme urgente des institutions économiques et sécuritaires mondiales. Il a insisté sur le fait que le continent, en tant qu'acteur clé sur la scène internationale, mérite une représentation adéquate dans les instances de décision. Il est impératif de sauvegarder et de renforcer le multilatéralisme comme cadre unique d'action pour la paix et la sécurité internationale. Cela passe par une réforme urgente des institutions mondiales, notamment le Conseil de sécurité, le FMI, la Banque mondiale, afin qu'elles soient plus inclusives et qu'elles reflètent les réalités géopolitiques et économiques actuelles. Le continent africain, en particulier, doit avoir une place plus importante dans ces instances de décision. Par ailleurs, le président sénégalais a invité les pays industrialisés responsables du réchauffement climatique à intensifier leurs efforts pour financer une transition énergétique juste et équitable. Autre chose à présent, le professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, s'est entretenu le mercredi 25 septembre 2024 avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Les échanges ont tourné autour du processus électoral dans les circonscriptions de Yakoma au nord Ubangi et de Massimanimba dans les Kwilu où elles ont été annulées pour fraude. Denis Kadima a rassuré qu'un nouveau calendrier pour les législatives dans ces circonscriptions sera bientôt publié. Suivez. Dans le cadre du rapprochement entre la Commission électorale nationale indépendante et l'Assemblée nationale, le bureau de la CENI a sollicité et obtenu des échanges avec le bureau de la Chambre basse du Parlement de la présente législature pour une première prise de contact depuis son installation. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation de la CENI, conduite par son président Denis Kadima, a eu une séance de travail avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de l'honorable rapporteur adjointe Dominique Nmunongo Inamizi
Ruzizi. C'était le mercredi 25 septembre 2024. Ensemble, ils ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachevé à ce jour, faute de moyens, comme l'a précisé Denis Kadima. Les animateurs de la CENI ont premièrement présenté les réalisations de cette institution d'appui à la démocratie contenues dans leur rapport annuel récemment publié, avant de soulever les multiples préoccupations liées au fonctionnement de la CENI et celles des questions du financement du reste du processus électoral. Denis Kadima a déclaré qu'avec l'appui du gouvernement, tout était fin prêt pour organiser les élections, d'abord à Yakoma et Massimanimba, avant de poursuivre avec les cas spécifiques des Massissi et Rutshuru. Oui, c'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. Le président de l'Assemblée nationale a tenu à préciser que le cas des conseillers communaux évolue bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge, mais qu'il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour parachever le reste du processus afin de lever l'équivoque de la dichotomie observée actuellement dans différentes municipalités. L'actualité en dehors de nos frontières, le ministère soudanais de la Santé rapporte que plus de 430 morts au cours du mois dernier. À mesure que la guerre civile continue à ravager le pays, dans un communiqué officiel, les autorités ajoutent que le nombre d'infections s'élève désormais à environ 14 000 cas. Diane Bonga nous en dit plus. Les conflits armés rendent l'acheminement des traitements vers les zones touchées extrêmement compliqué, selon Tom Perriello, envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan. L'UNICEF a récemment indiqué que le Soudan est confronté à des multiples épidémies, dont le choléra, le paludisme, la dengue, la rougeole et les rubéoles, estimant que 3,4 millions d'enfants de moins de 5 ans sont exposés à un risque élevé de maladies épidémiques du fait de la guerre. Le Soudan est en guerre civile depuis avril 2023 et plus de 150 000 personnes ont déjà péri par les affrontements selon les organisations humanitaires. Et cette propagation du choléra en rajoute le bilan macabre au Soudan au moment où un nouveau rapport de Médecins sans frontières indique que les systèmes de santé soudanais s'est effondré et que les femmes enceintes et les nouveau-nés meurent en nombre terrifiant. L'UNICEF et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour contrôler l'épidémie de choléra dans les États touchés. Quittons le Soudan pour l'Afrique du Sud où les restes de 42 combattants décédés en exil pendant la lutte contre le régime d'apartheid ont été rapatriés mercredi en Afrique du Sud. Récupérés en Zambie et au Zimbabwe, ces débris ont été accueillis avec dignité à la base aérienne de Waterkloof à Pretoria par des représentants du gouvernement et de membres de leur famille. Images ou commentaires. Récupérés en Zambie et au Zimbabwe, ces dépouilles ont été accueillis avec dignité à la base aérienne de Waterkloof à Pretoria par des représentants du gouvernement et membres de leur famille. Lors de la cérémonie, Andy Motshega, ministre de la Défense, a déclaré: Je tiens à vous remercier encore et encore. Sans les sacrifices de vos enfants et frères et sœurs, vous n'auriez pas eu la chance de recevoir les dépouilles de ces soldats. Aujourd'hui, vous ne recevez que des restes, mais ce pays ne serait pas là où il est sans eux. Makabelo Bokosing, membre de la famille d'un combattant, a partagé son émotion. Nous avons notre propre combattant de la liberté qui s'est noyé dans le fleuve Zambèze. Nous avons pu visiter le lieu de sa noyade et son endroit d'inhumation. Aujourd'hui, il a été exhumé et nous pourrons enfin l'enterrer chez nous, à Mafikeng. J'espère que la communauté du Nord-Ouest et le village de Ramasadi viendront pleurer et célébrer avec nous. Cette initiative souligne l'importance de ne pas oublier le passé et d'apprendre les luttes qui ont façonné le présent de l'Afrique du Sud. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h Bijou Lumuna pour la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien.